Donc, on va débuter cette table ronde avec Eric Alodi, qui va nous expliquer une fois de plus ce que Upcycléa essaie de porter sur la question de l'éco-conception et notamment par la mise en place d'une plateforme numérique. Eric, c'est à toi. Donc, je ne sais pas si vous voyez, voilà, il faut mettre effectivement ma présentation. Vous voyez bien ma présentation, c'est bon? Ok, donc en 10 petites minutes en fait, ce que j'aimerais vous présenter, c'est le fait qu'aujourd'hui, on a un problème modèle économique avec le réemploi et le recyclage, tout simplement parce que la plupart des bâtiments sont anciens et qu'on récupère beaucoup de déchets dont on ne sait rien et qui sont en plus de dépôts difficiles, donc source de coûts. Donc on a un modèle économique en fait qui ne tourne pas, à moins de payer quelqu'un pour nous enlever les déchets. Donc, je suis Eric Alodi, je suis le cofondateur, directeur général de Upcycléa. On est un pure player de l'économie circulaire qu'on a introduit en France en 2007. Le terme n'existait pas encore, mais on a introduit le cradle to cradle. Et ça nous a donné beaucoup d'expérience pour avoir la bonne approche, en fait, pour faire vraiment de l'économie circulaire. Donc, vous connaissez sans doute la phrase de Boileau, en fait, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. C'est l'idéal qu'il avait, en fait, vers lequel un avocat devait tendre. Moi, je dirais, en fait, c'est que ce qui s'éco-conçoit bien se valorise aisément, et ça implique, en fait, de changer de paradigme. Donc, l'approche, en fait, c'est de dire, aujourd'hui, on a un modèle de construction qui est linéaire, donc on utilise beaucoup de produits. Aujourd'hui, le bâtiment, ça prend 35% des matières premières, ça représente 70% des déchets, ça consomme plus de près de 30% en fait d'émissions de CO2. Et en fin d'usage, ça devient largement des déchets. On essaie un petit peu de les réemployer, un petit peu de les recycler, mais c'est pas brillant. Et surtout, c'est une source de coûts, dépenses pour le propriétaire de ces ressources usagées. Il paye un gestionnaire de déchets pour le débarrasser de ça. Donc l'idée, c'est de passer d'un modèle où on cherche à gérer des déchets à un modèle où on cherche plutôt à générer des revenus. Pour ça, il faut fermer le modèle en fait. Donc il faut faire ce qu'on appelle une gestion des ressources de manière à faire en sorte que de récupérer la valeur économique donc des produits usagés et les restituer finalement aux propriétaires à travers un ressource manager. Et c'est pour ça qu'on a créé une plateforme qui s'appelle MyUpcycléa, qui est utilisée aujourd'hui sur près de 400 000 m² en fait en France. Pour faire ça, pour changer de paradigme et plus générer des déchets, mais générer des revenus, il faut penser différemment en fait notre conception, notre éco-conception. Donc c'est quelque chose qu'on a imaginé il y a déjà près de 8 ans au niveau européen, dans un projet qui s'appelle BAM, The Building as a Material Bank, qui dit en gros il faut concevoir un bâtiment pour qu'il soit circulaire comme une banque de matériaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va penser son système constructif pour qu'il soit le plus démontable possible. On va caractériser les composants du bâtiment à travers ce qu'on appelle des passeports circulaires, dans lequel c'est un petit peu sa fiche d'identité. On va trouver sa composition, ses prochaines vies, la part de recyclé, la part de biosourcé, son empreinte carbone, son énergie grise, donc des informations qui vont nous permettre vraiment, quand on va gérer le bâtiment pendant sa vie, de savoir de quels produits on dispose pour mieux les réemployer ou les upcycler par la suite. Et même aujourd'hui, on peut connecter ça en fait au BIM, j'en dirai 2 mots. Et aussi, ça permet aussi de mettre des produits qui sont de qualité, c'est-à-dire on va privilégier des produits qui vont être par exemple certifiés Cradle to Cradle, qui sont conçus pour l'économie circulaire. Le Cradle to Cradle, c'est la norme internationale de l'économie circulaire pour les produits, parce qu'on connaît leur non-toxicité, leur prochaine vie, leur empreinte carbone, leur énergie, leur impact sur l'eau, leur impact social. Donc, on va mettre des produits de qualité qui auront une valeur économique résiduelle en fin de vie à travers la valorisation. Alors, comment ça marche? Ça veut dire qu'il faut être capable d'accéder à ces listes de passeports. Donc, vous trouverez ça sur un portail qui s'appelle upcycléa.cloud, accès gratuit. Les fabricants ont des comptes gratuits dans lesquels ils vont créer leur passeport circulaire. Aujourd'hui, il y en a plusieurs milliers. Donc, ces passeports sains et circulaires, en fait, on va les intégrer dans les objets BIM en utilisant, par exemple, un outil BIM comme WizCAD. On va pouvoir les importer dans MyUpcycléa qui va donc constituer un gisement de produits qui vont caractériser mon bâtiment, mais des produits caractérisés dont on a l'information environnementale grâce à le passeport circulaire. Et comme on a la data et des quantités et une localisation et un degré d'usage et de démontabilité, on peut calculer la signature circulaire globale du bâtiment en termes de son empreinte carbone, son degré de non-toxicité, son degré de circularité, donc de démontabilité, et on peut voir aussi ça par catégorie, et aussi surtout sa valeur économique résiduelle au niveau de ses produits, ce qu'on appelle la survaleur, qui est générée grâce à une véritable économie circulaire. Puisque, bon, nous, avec notre grosse expérience de 13 ans, on a en hypothèse haute et basse des coûts de revente en réemploi ou en upcyclage, en fait, de produits, de matériaux.
Donc, on a cette information. On a également l'information de leur coût de dépose, l'information de la non mise en décharge, donc les économies. Et on est capable, donc en pourcentage aujourd'hui, de dire combien peut apporter en survaleur un bâtiment géré en économie circulaire. Donc, aujourd'hui, on est à peu près autour de 15% sur les premiers retours d'expérience. Ce qui veut dire que finalement, comment ça se passe? C'est-à-dire que quand j'ai un gisement, un parc immobilier, un bâtiment dont les produits sont caractérisés, que par ailleurs, ce que permet la plateforme, en fait, de déclarer des besoins eux aussi caractérisés avec une nomenclature commune, en fait, pour que les gens puissent se parler, et qu'on a par ailleurs des filières de transformateurs dont les actions sont caractérisées et le bilan CO2 connu, on peut pouvoir, à travers ce qu'on appelle un ressource manager, gérer ces ressources-là quand le bâtiment est en exploitation, pendant ses rénovations, etc. Et on peut soit faire du réemploi en boucle fermée au sein d'un groupe qui aurait peut-être des besoins et dont les gisements en fait qui seraient devenus disponibles pourraient y répondre. C'est ce qu'on fait par exemple pour les hôtels Ibis, les hôtels Novotel demain. En interne, on peut faire du réemploi en boucle fermée. On peut aussi voir que c'est peut-être plus intéressant ou que la demande se trouve ici, le besoin se trouve côté fabricants qui veulent récupérer des matières premières secondaires en boucle fermée pour refaire leurs propres produits, des moquettes à partir de moquettes comme Target ou des profilés en aluminium comme Icona qui vont réintégrer les bâtiments, ou peut-être en boucle ouverte en fait, par exemple pour récupérer le nylon d'une moquette pour auprès de DIM pour que DIM utilise ça pour faire du nylon, qui va générer du nylon qui va permettre de faire des collants pour dames ou pour d'autres acteurs pour faire du filet de pêche. Et sinon, on a toujours les places de marché qui permettent de publier finalement des gisements dont on ne saurait pas quoi faire en boucle fermée ou en matière première secondaire, qui peuvent trouver éventuellement preneurs sur le modèle du Bon Coin. Oui. Ce qui est important aussi, c'est pas uniquement de pouvoir gérer, c'est aussi de mesurer. C'est-à-dire qu'on a vu que pour atteindre les objectifs ambitieux qu'on a au niveau français et au niveau européen, il faut non seulement finalement gérer des écosystèmes de valorisation ou de réemploi des ressources. Et vous voyez là, on inverse le modèle, c'est-à-dire que dans le modèle linéaire, on part d'un tas de déchets, dont on ne sait rien, puis on paye quelqu'un pour nous en débarrasser, qui s'en débarrasse à moindre coût. Ici, on va partir du besoin. Donc, on part du marché, ceux qui sont prêts à payer pour un réemploi ou payer pour une matière première secondaire, comme par exemple le DIM qui veut qu'on livre du nylon régénéré pour faire du collant. On part du besoin, c'est le petit carré rose que vous voyez tout en bas. Et puis, grâce aux informations qui sont dans les passeports et aux algorithmes intelligents de la plateforme, on a un système expert donc de l'intelligence artificielle symbolique qui va proposer des gisements, par exemple une moquette qui répondrait à un besoin en nylon ou un filet de pêche dans une ressourcerie. Et puis aussi les transformateurs, parce qu'on a besoin vraiment d'avoir un écosystème comme dans la nature entre ceux qui ont les gisements, ceux qui vont transformer, par exemple, si les gisements, c'est des feuilles mortes, le transformateur, c'est des micro-organismes pour générer des nutriments qui sont bankable, intéressants du point de vue du marché, qui a ses besoins et qui donc va être payé et qui va financer finalement cette boucle circulaire quand sans modèle économique, il n'y a pas d'économie circulaire. Quand on a des écosystèmes comme ceci, ce que permet aussi la plateforme, c'est qu'elle permet très facilement, parce que finalement, on connaît tous les acteurs ont des comptes, tous les acteurs ont défini leur transformation, leurs besoins, leur gisement. Et ben, on peut assez facilement calculer finalement les déchets évités, le CO2 évité et le bilan économique en économie ou en revenus générés pour chacun des écosystèmes qui concernent chacun des besoins qui ont été répondus grâce à ce que propose grâce aux besoins qui sont disponibles. Oui. Alors, ce qui est intéressant aussi pour conclure, c'est qu'on a besoin aussi d'articuler tous les outils. Alors, c'est ce que fait MyEpsicléa, c'est-à-dire dans les transformateurs, on peut trouver des places de marché, on peut trouver des outils de diagnostic, etc. C'est finalement un outil d'intégration, mais on va y trouver aussi l'intégration par rapport au BIM. Donc, aujourd'hui, on peut déjà, avec des outils comme WISCAD, importer donc leur lot de gisement dans MyEpsicléa pour faire les calculs de signature circulaire ou de valorisation donc par recyclage ou réemploi à travers tout un champ de partenaires. Demain, c'est-à-dire au printemps prochain, on sera capable de synchroniser pour que finalement les objets BIM se retrouvent dans MyEpsicléa et vice-versa, de manière à éviter toute double saisie. Donc le message, c'est oui à l'économie circulaire, à condition qu'on ait pensé dès le départ la conception des bâtiments. Sinon, en fait, sinon ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas de modèle économique valable. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition sur Building Connect ou en dehors. Merci à toutes et à tous.
Donc merci Eric pour cette présentation et notamment on voit tout l'intérêt de la mise en place d'une plateforme numérique. Et justement donc sur ce sujet, on poursuit avec Riyam Mtiba qui va donc vous présenter ce qui est fait notamment sur la question de la traçabilité avec la mise en place d'une plateforme de traçabilité, le lancement d'un appel à projet à destination des maîtres d'ouvrage exemplaires et puis la mise en place d'une boîte à outils pour le diagnostic déchets ressources qui est fondamentale. Voilà, le diagnostic amont, on est obligé de passer par là si on veut justement derrière pouvoir développer très fortement et massivement le recyclage et le réemploi. Rim, c'est à toi. Bonjour à tous. Du coup, avant de attaquer la présentation du diagnostic produits, matériaux, déchets, la boîte à outils qu'on vient de produire pour accompagner la professionnalisation de ce métier et les enjeux de la traçabilité, je vous propose d'abord de faire un retour sur ce qu'est Démoclès, donc avec la première slide qui rappelle slide suivante. Qui rappelle donc que Démoclès est tout d'abord une démarche collaborative qui est basée sur une gouvernance multipartite et participative. Il s'agit, quand on fait de l'économie circulaire, il faut décloisonner et mettre l'ensemble des acteurs concernés par le sujet dans un tour de table. Dans le monde du bâtiment, ces acteurs, ça va être le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, les diagnostiqueurs, les entreprises de travaux, leurs sous-traitants, et les gestionnaires de déchets et les industriels. Et tous ces gens sont représentés aujourd'hui par un comité de pilotage, représenté par des organisations professionnelles et qui sont garants de la cohérence des outils et des publications qu'on fait. Il s'appuie sur les travaux de groupes de travail thématiques qu'on réunit depuis 2014 autour de sujets qui nous paraissent importants pour, on va dire, faire avancer le bâtiment vers l'économie circulaire, notamment sur cette question des déchets du second œuvre. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur la partie inerte, on est assez avancé. C'est vraiment sur la partie non dangereux, non inerte qu'il y a tout un progrès à espérer. Donc, on a un principe, c'est la boucle des responsabilités. Cette boucle de responsabilité commence par le maître d'ouvrage qui doit comprendre et se saisir de son statut de producteur déchets, qui est un statut à part dans le code de l'environnement, qui va avec des obligations réglementaires. Il doit réaliser un diagnostic, donc PMD, produits, matériaux, déchets, depuis la loi AGEC. C'est une évolution notable pour pouvoir ouvrir les horizons sur les possibilités de réemploi, de réutilisation, avant d'en arriver au recyclage, valorisation, voire élimination, parce que parfois c'est inévitable. Savoir rédiger des CCTP en intégrant des clauses qui tiennent compte des résultats du diagnostic PMD et qui précisent la demande et les ambitions du maître d'ouvrage vis-à-vis des entreprises de travaux, ce qui leur permet de rédiger des offres qui soient au plus près, on va dire, des attentes du maître d'ouvrage. La traçabilité, donc un gros sujet sur lequel on va certainement avoir à faire des évolutions notables dans le futur en lien en plus avec l'arrivée de la REP bâtiment. C'est ce qui va permettre au maître d'ouvrage de faire son recollement et donc de voir où est-ce qu'il a atteint des performances environnementales, mais en même temps, c'est ce qui lui aussi apporte une sécurité environnementale en se disant oui, mes déchets ont bien été évacués vers une installation classée pour l'environnement qui est autorisée. Donc, ces deux notions, donc performance environnementale, sécurité environnementale. Donc, nos travaux nous permettent de produire des guides, des outils méthodologiques à l'intention des acteurs pour leur permettre de faire évoluer leurs pratiques. Ces outils sont faits dans les groupes de travail. Donc, on a fait une étude sur la responsabilité du maître d'ouvrage. On a décortiqué le code de l'environnement pour le maître d'ouvrage. On a fait un guide méthodo pour qu'il puisse rédiger des clauses. On a sorti une boîte à outils pour accompagner la professionnalisation du métier de diagnostiqueur. On a aussi des fiches qui portent à connaissance de l'ensemble de ces acteurs des filières de valorisation des déchets de seconde œuvre qui sont opérationnelles aujourd'hui. Et bien sûr, une conviction pour nous, c'est la traçabilité qui n'est pas uniquement un outil de contrôle, mais un outil de performance et un outil de gestion performante des déchets de chantier. Dans la slide suivante, donc, je vais donc là, vous avez l'ensemble des outils que j'ai déjà énumérés très rapidement. Donc, on peut passer à la slide suivante.
Je vais vous rappeler, voilà, nous avons produit une boîte à outils à destination des diagnostiqueurs. Le diagnostic est le point de départ de tout. C'est à partir de là qu'on va qualifier, quantifier et qualifier un objet qui va par la suite connaître des destinées différentes entre réemploi, valorisation, élimination. Donc, il est très important qu'on le qualifie bien dès l'amont et que cette information continue à le suivre par la suite tout au long de son parcours. Et donc, le métier de diagnostiqueur doit être accompagné parce que c'est un métier qui est à la frontière entre les connaissances du monde du bâtiment, donc les économistes du bâtiment, les spécialistes du bâtiment et les connaissances en matière de prévention, gestion des déchets. Voilà. Et donc, ce diagnostic, on a essayé d'accompagner sa professionnalisation via une boîte à outils dans laquelle il y a un guide méthodo qui donne un ensemble d'informations aux diagnostiqueurs sur les connaissances réglementaires, les différentes phases du chantier et comment on utilise cette information du diagnostic PMD, comment il s'articule et comment il permet aux acteurs de parler entre eux. Hein. C'est ça l'économie circulaire, c'est surtout amener les acteurs à parler entre eux de cet objet qu'est le déchet et du coup comment le diagnostic va leur permettre tout au long du chantier d'en parler. Comment on réalise le diagnostic concrètement, hein, comment le diagnostiqueur fait son métier en 4 étapes et un ensemble d'outils qui sont à destination de diagnostiqueurs qu'on détaille dans la slide suivante, donc notamment la grille d'inventaire. Quand on dit économie circulaire, on dit aussi langage commun, ce que je disais tout à l'heure, donc qualifier et quantifier les choses dans un langage commun que tout le monde parle. De quoi on parle? On parle d'une fenêtre ou on parle de verre PVC, verre alu, verre bois. On parle d'un bois qui est avec un joint avec amiante, joint sans amiante, avec une peinture plomb. Voilà, c'est le verre. Est-ce qu'il est feuilleté? Est-ce qu'il est armé? Est-ce qu'il est double vitrage, simple vitrage? Est-ce qu'il est coloré à l'extérieur, transparent à l'intérieur? Comment il est ce verre? Et donc, c'est toutes ces informations-là et toutes ces qualifications-là sur lesquelles on doit se mettre d'accord. Et ce langage commun, c'est le début de la traçabilité et le début de la détermination de la destinée du déchet tout au long de la réalisation du chantier. Donc, cette grille d'inventaire qui a occupé une grande partie de nos travaux, aujourd'hui, c'est une base qui permettra, en fait, aux diagnostiqueurs de l'intégrer dans leurs différents outils. L'idée n'est pas d'avoir un seul outil diagnostic, mais d'avoir un langage commun qui s'intègre dans ces outils. Des vidéos qui mettent on va dire, en scène un diagnostiqueur dans son métier de diagnostic sur le chantier, qui donne des recommandations de sécurité, des recommandations de comment on fait pour identifier certains objets spécifiques, et 20 fiches matériaux, 20 fiches pratiques sur certains matériaux où on va plus loin, en donnant même des indications sur comment les déposer, comment les entreposer, comment les évacuer si on veut les valoriser. Donc, ça, c'est en ce qui concerne la boîte à outils pour le diagnostic déchets. J'en viens là dans la slide suivante, donc à la traçabilité. Aujourd'hui, l'ensemble de la chaîne des acteurs est en demande de cette traçabilité qui n'est pas uniquement une traçabilité de contrôle, mais une traçabilité de performance. Les maîtres d'ouvrage aujourd'hui déploient un ensemble d'arsenal pour s'approprier l'économie circulaire. Aujourd'hui, plus que hier, les maîtres d'ouvrage se sont saisis du sujet. On voit des choses très intéressantes. Ils reviennent souvent vers nous en nous disant oui, alors on a fait le super diagnostic, on a rédigé le super cahier de charge, on a une entreprise de travaux qui est top, mais par contre, on a tout le mal du monde à pouvoir démontrer, on va dire, la performance qu'on a atteint. On a du mal à dire concrètement quelle performance de valorisation on a réussi à atteindre sur le chantier. Des entreprises de travaux qui, elles, sont entre le maître d'ouvrage et les gestionnaires de déchets, qui se retrouvent avec une multitude de systèmes d'information, une multitude de fichiers Excel à remplir, et qui ça génère pour eux énormément de perte de temps. Des maîtres d'œuvre qui ont beaucoup de mal à suivre tout ça parce qu'ils ne sont pas non plus sur le chantier, ils ne sont pas en contact du gestionnaire de déchets, ils essayent de coordonner tout ça tant bien que mal. Et en bout de chaîne, on a des industriels qui ont des cahiers des charges pour intégrer une matière première dans leur processus de production, et du jour au lendemain, ils doivent intégrer cette matière première secondaire qui vient des chantiers, et du coup,
ils ont un besoin de se rassurer sur le fait qu'ils ne vont pas remettre en circulation des matières dangereuses, mais pas que. Ils ont besoin de protéger leur outil industriel sur 2 points, la sécurité de l'approvisionnement en quantité, mais la sécurité de l'approvisionnement en qualité aussi. Et donc, en fait, in fine, une multitude de besoins qui se traduit par un terme simple qui est la traçabilité, une traçabilité de bout en bout, une traçabilité avec des pratiques harmonisées, un langage commun, des outils mutualisés, simple, dématérialisé et sur le temps du chantier pour ce qui concerne la partie en amont donc de la filière. Le maître d'ouvrage aujourd'hui, si ces bennes sont déclassées pour une raison ou une autre, il va le savoir uniquement à la fin du chantier, voire plus tard. Et ben à ce moment-là, il est trop tard pour réajuster le tir, pour dire ah tiens qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je peux faire sur le chantier pour que mes bennes aillent vers la valorisation, ne soient pas déclassées. L'ensemble de ces travaux a amené à la conclusion que la traçabilité ne peut pas être la chose d'un acteur. La traçabilité est une chose commune, c'est une garantie dont on a besoin tous. Et du coup, nos travaux aujourd'hui dans Démoclès ont abouti à la conclusion qu'il nous faut ce tiers garant de la traçabilité qui est là pour assurer une cohérence des données tracées en s'appuyant sur une gouvernance rassemblant l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur des déchets et de chantier du bâtiment, proposant un outil d'aide à la décision en créant un lien de confiance entre les acteurs dans le respect et l'indépendance et la confidentialité des données. Voilà, c'est en quelque sorte une raison d'être de cette entité multi-acteurs en charge de la traçabilité, à savoir qu'aujourd'hui, la suite donnée à ces conclusions, c'est qu'un ensemble d'entreprises se sont, on va dire, réunies autour de cette ambition de la création d'une entité multi-acteurs en charge de la traçabilité, des entreprises qui se sont mis d'accord pour préfinancer, on va dire, un outil commun, mais dont la gouvernance et le pilotage doit être partagé et doit être totalement pensé de sorte à ce qu'il soit totalement concerté avec tous les acteurs existants aujourd'hui et futurs, tels que les futurs éco-organismes. Donc, un grand sujet qui doit s'articuler aussi avec les sujets de l'arrêt de bâtiment. Alors, je vais sauter très rapidement la slide suivante. Donc, ça, c'était sur le sujet de la traçabilité pour en arriver très rapidement à un dernier point pour nous, qui est celui de l'appel à projet maîtrise d'ouvrage. Encore la slide suivante. L'appel à projet maîtrise d'ouvrage exemplaire. Ce sont tous ces sujets-là doivent avancer en parallèle. Et en parallèle, on doit aussi faire avancer la demande côté maîtrise d'ouvrage. Toutes ces mutations-là d'économie circulaire doivent s'industrialiser. Le message doit être clair à l'intention des industriels, des gestionnaires de déchets qui ont besoin de se rassurer sur le fait que lorsqu'ils vont engager des mutations de leurs outils, de leurs méthodos, c'est des choses lourdes et en face, il ne faut pas que ça réponde à un chantier exemplaire tous les ans. Il faut que ça réponde à une vraie demande affirmée de la part de la maîtrise d'ouvrage. C'est pour ça qu'on a lancé cet appel à projet maîtrise d'ouvrage, 50 maîtres d'ouvrage exemplaires, pour sortir un peu du cercle des maîtres d'ouvrage qui sont dans Démoclès et diffuser un peu plus les pratiques avec l'ADEME. Donc, c'est cofinancé, bien sûr. Tous les travaux de Démoclès sont cofinancés avec l'ADEME. Un appel à projet qui aujourd'hui, on a 46 maîtres d'ouvrage retenus, une grande proportion de maîtres d'ouvrage publics, donc collectivités, bailleurs, établissements publics fonciers, mais aussi un certain nombre de maîtres d'ouvrage privés, avec une bonne répartition géographique. L'idée, c'est qu'ils deviennent des démonstrateurs, soit dans leur cadre de leur catégorie de maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire les bailleurs sociaux pourront par la suite, via l'Union sociale de l'habitat, diffuser les bonnes pratiques aux autres bailleurs sociaux, soit dans le cadre de leur territoire, être un démonstrateur local de appropriation de l'économie circulaire et son déploiement de manière plus forte. Et donc, dans la dernière slide, à titre d'information, donc vous avez là les maîtres d'ouvrage qui sont lauréats aujourd'hui de cet appel à projet, où on a commencé la phase état des lieux des pratiques de ces acteurs sous forme de 2 accompagnements, soit global, c'est-à-dire le maître d'ouvrage il s'attaque à toute sa stratégie de conduite des marchés de travaux et il intégrera l'économie circulaire partout, soit via des chantiers exemplaires où il va tester des choses et ensuite les dupliquer sur les chantiers qu'il aura à faire par la suite. J'en arrive là à la fin de ma présentation. Merci beaucoup, Rim.
Bonjour à tous. Donc je suis Olivier Dupont, directeur général adjoint du Centre technique de matériaux naturels de construction. Mais aujourd'hui, j'interviens au nom de l'Institut Carnot MECD. Donc cet institut est un consortium qui regroupe différents centres techniques. Donc en fait, ces centres techniques, ce sont les 4 centres techniques de la construction, donc sont le CERIB, le Centre de recherche et d'industrie du béton, le CTICM, donc pour la construction métallique, le CTMNC bien sûr, et le FCBA pour le bois et l'ameublement. Et puis également dans le regroupement, nous avons 2 laboratoires universitaires, le MDC à Toulouse et l'Institut Pascal à Clermont-Ferrand. Et donc en fait, ce consortium a pour objet de développer l'innovation en fait dans la construction. Et on est évidemment, puisque c'est un constat quand même de la construction, c'est qu'en fait il y a une mixité des matériaux qui est le plus souvent à gérer. Donc on essaie de développer des solutions multimatériaux au travers de ce consortium. Donc je vais poursuivre en fait la présentation donc sur la thématique du jour, donc sur le réemploi et notamment sur un programme d'études sur lequel on a travaillé donc avec un financement de la Fondation Bâtiment Énergie. Donc c'est en fait le MECD avait pour mission d'animer un groupe de recherche qui, comme vous le voyez, en fait regroupait un certain nombre d'acteurs de la construction, donc on va dire plutôt lié aux filières matériaux, mais aussi au niveau des entreprises et de l'ingénierie. Et donc l'objectif donc de ce travail était de proposer des solutions pour essayer de fiabiliser le réemploi d'un certain nombre de familles de matériaux. Donc on avait comme objectif de proposer une contribution méthodologique sous la forme de guides. Donc vous voyez qu'en fait il y a 8 guides qui ont été élaborés donc sur les 18 derniers mois. Donc l'un qui porte sur les maçonneries briques terre cuite, l'autre sur les couvertures tuiles terre cuite, le troisième c'est sur l'ossature et les charpentes acier, les plafonds suspendus, donc il y a également des produits de seconde œuvre, les parquets bois. Donc l'ensemble de ces guides seront publié en début 2021 et donc il y aura même en fait une conférence qui sera organisée fin mars 2021 pour présenter en fait ces travaux. Donc l'objectif de ces guides est d'apporter une méthode pour notamment envisager le diagnostic ressources sur le bâtiment existant. Et là, en fait, en prenant en compte finalement les différents types d'opérations, puisque en fait, dans le cadre du réemploi, on peut avoir des opérations où on prend en fait des matériaux sur un bâtiment existant et on sait déjà en fait quel sera le nouvel usage de ces matériaux. Donc c'est de chantier à chantier. Où en fait on a également les cas de figure où il y a une étape intermédiaire de stockage au travers d'une plateforme. Donc en fait comme c'était cité précédemment, donc cette étape de diagnostic est très importante pour pouvoir évaluer le gisement et la ressource utilisable et les potentialités en fait de réemploi. La deuxième étape en fait de notre travail portait sur les différents moyens de caractériser finalement la performance à la fois in situ et après dépose donc du bâtiment existant. Et c'est vrai que ce qui était évoqué aussi précédemment concernant la traçabilité des informations est très importante puisque ça aidera très concrètement en fait à pouvoir déterminer finalement quel sera le niveau de performance du produit de réemploi. Et donc la dernière étape s'adresse plutôt en fait finalement à l'ouvrage, au nouvel ouvrage qui sera mis en œuvre avec ces produits de ces réemplois. Et donc dans ce cas de figure, on touche réellement en fait à l'essence de ce travail qui était d'améliorer l'assurabilité donc de ces ouvrages, c'est donc de pouvoir apporter les modes de preuve, les justifications qui permettront donc permettre en fait d'avoir un ouvrage qui soit à isopérimètre en termes de risque par rapport à des produits neufs. Puisqu'en fait, les assureurs aujourd'hui avec lesquels on a eu de nombreux contacts
ils veulent prendre en compte finalement un risque qui soit de même nature que par rapport à des produits neufs, et donc c'est un enjeu en fait de pouvoir justifier par rapport à ces éléments. Donc ça, c'est vrai qu'en fait ces guides apportent des réponses sur le volet technique. Il y a d'autres volets en fait qui restent aussi à gérer. Donc ce sont les aspects juridiques. Il y a un volet juridique qui est très important aussi à lever pour les assureurs, notamment en termes de garantie décennale. Et donc c'est vrai que là également en fait ces justifications sont là très importantes pour pouvoir garantir les ouvrages qui seront réalisés avec ces produits de réemploi. Le dernier volet, évidemment, qui est important à gérer, c'est la notion de le volet économique. Parce qu'en effet, pour apporter ces justifications, il y a quand même un certain nombre de contrôles qui peuvent se traduire par des essais en laboratoire. Et tout ça, évidemment, a un coût pour pouvoir justifier aussi la bonne performance de ces produits. En fait, ce qui apparaît en fait finalement comme étant un facteur de risque supplémentaire dans les opérations de déconstruction et reconstruction avec des produits de réemploi, c'est finalement la phase de déconstruction qui, elle, est évidemment un contexte qui est générateur de risque. Et donc, par rapport à ça, en fait, il y a un deuxième travail que je souhaitais vous présenter qui a été mené également dans le cadre de MECD. Et donc là, on se met plutôt dans une perspective plus long terme de proposer des évolutions des systèmes les plus classiques en fait utilisés en gros œuvre notamment pour introduire une démontabilité en fait dans ces applications et qui permettront à la fois une valorisation plus facile en réemploi et aussi en recyclage. Et donc, on a travaillé au travers d'un financement qui était lié à un appel à projet de l'ADEME qui portait sur l'amélioration de la gestion des déchets du bâtiment, du BTP. Et on a travaillé principalement sur des systèmes démontables murs, briques, planchers secs, plutôt en fait destinés à des opérations de logement, et puis des systèmes démontables qui étaient plutôt orientés vers le tertiaire et donc qui associaient des façades à ossature bois et des planchers mixtes acier et béton. Donc c'est évidemment en fait à ce stade ce sont des concepts mais qui ont été expérimentés et en fait on a eu la chance en fait d'être primé au concours d'innovation au mondial du bâtiment donc à Batimat en 2017. Donc je vais vous présenter rapidement en fait ces deux systèmes. Donc le premier système, c'est un mur en briques précontraint. Donc, en fait, c'est en utilisant les aspects alvéolaires des briques, on a la possibilité d'y introduire des tirants en acier, donc qui permettent de mettre en précontrainte ces parois entre deux profils métalliques. L'ensemble étant manuportable, donc en fait, c'était un enjeu aussi qu'on avait par rapport à solutions destinées aux petits bâtiments de logement, et donc qui associe donc des profils métalliques. Et associé en fait à ces éléments de paroi, c'est un plancher sec qui associe des plateaux en acier, et, un matériau d'interface en bois et puis un revêtement en béton léger pour assurer en fait la performance acoustique de l'ensemble. Le troisième système sur lequel on a travaillé, donc qui était plutôt lié à des surcharges d'exploitation plus importantes, était un plancher mixte acier-béton. Et donc là, en effet, on a également un système assez innovant d'association en fait donc de plaques béton qui présentent en fait un système un peu en crénelure sur la longueur en fait du produit et donc avec des réservations dans lesquelles les tirants en acier sont apparents et donc avec une formulation de béton spécifique, on vient noyer en fait cette zone d'ancrage dans ce béton léger. Et donc, on a la possibilité, lors de la phase de déconstruction, de libérer finalement ces zones d'assemblage pour démonter plus aisément en fait les composants. Et au niveau des façades ossature bois, où on peut imaginer au départ que en fait, ce sont des façades qui sont facilement
démontables. En fait, au contraire, la multiplication des zones de clouage, en fait, des panneaux de contreventement sur les éléments d'ossature font que finalement c'est quasiment impossible de pouvoir récupérer en fait les panneaux et les montants. Et donc on a développé en fait un système de plaques métalliques. Olivier, il va falloir conclure en une phrase. Comment ? De plaques métalliques. Il va falloir conclure parce que le temps passe vite. Entre les deux éléments. Donc en fait aujourd'hui, on a mené en fait des phases d'expérimentation qui ont prouvé que ces éléments apportaient une performance qui était comparable aux solutions traditionnelles. Et donc en fait, on est dans une phase où on cherche à monter un démonstrateur pouvant montrer en fait à l'échelle d'une construction la performance de ces produits. Donc voilà en fait. Merci beaucoup. Donc maintenant que nous avons abordé avec Olivier la question de l'assurabilité des matériaux de réemploi, on va revenir un peu plus largement à la définition justement de tout ce qui est de l'ordre du réemploi en France et également un élargissement au niveau européen dans le cadre du projet FCRBE que va nous présenter Mathilde Billet. Oui, ok. Je lance mon partage d'écran en même temps que tout aille bien, voilà. Donc, je suis co-directrice de Bellastock. Je vais essayer de pas trop me répéter par rapport à ce qui a été dit avant. Bellastock, c'était une association qui s'est créée en 2006 et qui a basculé en société coopérative d'intérêt collectif, SAS, en 2019. On fait partie des acteurs pionniers en France sur le sujet du réemploi. On a conduit de nombreuses recherches autour de la déconstruction. On a codifié le diagnostic ressources et mis en place le diagnostic ressources, notamment au travers du projet Repart 1 et Repart 2, qui ont été publiés respectivement en 2013 et 2018. Aujourd'hui, notre travail, il se fait à différentes échelles, à l'échelle macro et à l'échelle micro. On travaille sur la valorisation des territoires et de leurs ressources, qui peuvent être aussi bien matérielles qu'humaines, et dans la mise en système de ces réseaux pour développer à l'échelle nationale les filières du réemploi et les faire fonctionner. On a des interventions donc, du coup, qui s'opèrent à l'échelle de la conduite du projet en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage ou dans des équipes de maîtrise d'œuvre comme conseil, sur l'architecture du réemploi, mais aussi autour de l'urbanisme de transition, donc plus généralement autour de l'économie circulaire, le biosourcé et le géosourcé. Ça nous a permis d'être palmarès des jeunes urbanistes en 2019. On travaille autour de l'animation collégiale d'acteurs pour accompagner le changement des pratiques, et ça se travaille à différentes strates de la société, et du coup on travaille avec l'agence qualité construction et la commission C2P notamment, avec les représentants des assureurs, les représentants des bureaux de contrôle, pour faire un retour de nos expérimentations, pour faire un retour sur nos innovations, afin qu'un certain nombre de sujets soient intégrés. Je rejoins là ce qui a été dit avant aussi sur le fait qu'on doit parler avec un vocabulaire commun pour faire monter en puissance cette filière. En parallèle de nos projets, systématiquement, on continue nos études et nos recherches pour des modes de fabrication de la ville durable avec à la fois la ville et ses paysages, préserver le vivant, travailler autour de la ville comme une mine urbaine et autour de son métabolisme. Et puis, on a aussi à cœur de former et de diffuser aussi bien dans les écoles d'architecture, d'ingénieurs, mais aussi auprès des professionnels et même auprès du large public, puisqu'on fait des ouvertures de chantier, des temps de participation à la co-conception de mobilier, mais pas que, autour de palissades animées de chantiers qui viennent expliquer la ville et ses transformations avec ces nouvelles pratiques voilà, en adéquation avec les problématiques environnementales qu'on connaît aujourd'hui. Je viens vous parler plus précisément d'un projet qu'on mène depuis déjà 1 an et demi et qui va courir encore pendant 1 an et demi, qui s'appelle FCRBE, Facilitating the Circulation of Reclaimed Building Elements in Northwestern Europe, qui a pour vocation d'augmenter la quantité de matériaux, la circulation de matériaux de réemploi de construction d'ici 2032, grâce à des leviers qui sont simples mais essentiels, rendre visibles, outiller et diffuser.
Ce qui est une évidence, c'est que l'offre est présente, soit au travers des déconstructions, soit au travers des réhabilitations, mais aussi sur le territoire avec des revendeurs présents physiquement avec des plateformes. Et la demande, elle est aussi présente, elle est croissante. Mais tout ça a besoin d'être stimulé, rendu visible et outillé. Voilà, vous avez ici nos différents partenaires, Rotor en Belgique, Salvo en Angleterre, le CSTB pour la France, BBRI, l'Université de Brighton, le BE et la Confédération de la Construction. Dans nos 3 grandes missions, on a donc accroître la visibilité du secteur du réemploi de l'industrie de la construction grâce à un annuaire et la mise à disposition de tous ces vendeurs physiques qui ont des plateformes physiques de matériaux de réemploi, je précise bien, au travers de la plateforme opalis.eu qu'on co-développe avec Rotor en France. Cet état de l'art va permettre d'avoir une vision sur quels sont les flux matériaux en présence sur mon territoire, à vous de déterminer le périmètre qui vous intéresse, et donc savoir qui pourrait être envisagé pour la prescription, mais c'est aussi une façon de trouver des débouchés à la matière. Comme vous savez, donc la directive européenne, dans les priorités, il y a la prévention, mais le réemploi vient en pole position sur l'anticipation à la création de déchets. Et puis autour de ça, il y a une étiquette de Truly Reclaimed qui va voir le jour. On veut favoriser l'extraction, donc faciliter l'extraction au travers d'outils qui sont en fait testés sur des opérations pilotes. Ces méthodes sont en libre d'accès puisque c'est d'un programme Interreg Northwest Europe, donc il suffit d'aller sur le site FCRBE et après je ne connais plus déjà le site internet, mais vous tapez FCRBE, vous allez tomber dessus directement. La méthode, elle est en libre accès. Ce qui a été fait, c'est vraiment un bilan. On n'a pas réinventé ce qui a été fait parce que Bellastock a déjà travaillé sur le diagnostic ressources en France et on n'est pas tout seul d'avoir travaillé sur ces outils d'audit. Rotor aussi en Belgique. Donc, on a vraiment mis en commun pour essayer d'avoir un maximum de bases de données à transmettre au travers de cette méthode. Retour d'expérience et aussi un rapport prospectif sur les méthodes complémentaires comme Batirim que vous avez pu avoir en présentation ce matin. Et puis, au même titre qu'il faut extraire, il faut faciliter l'intégration. Donc, il y a des outils aussi pour l'intégration, spécifiquement pour les gros chantiers et les maîtrises d'ouvrage publics. Mais si ça s'applique en public dans un contexte qui nous semblait le plus difficile, ça s'applique aussi pour des chantiers privés et des échelles moins importantes. Encore une fois, l'outil d'Opalis devient assez essentiel parce qu'à la fois, il y a des fiches matériaux, des exemples pour vous inspirer et aussi accessible cet annuaire de vendeurs de matériaux qui est en permanence implémenté puisqu'on traverse la France pour aller les rencontrer, pour savoir ce qu'ils ont en stock, etc. Nous, on ne crée pas leur site internet, on fait de la mise en relation, mais vous verrez qu'il y a un certain nombre de données qui vous sont transmises au travers de ce site. Favoriser l'intégration, eh bien voilà, on a fini de sélectionner nos opérations pilotes. Elles vont donc démarrer et très vite, on aura un retour sur les outils qui sont créés. Il va y avoir des événements autour de tout ça, évidemment. On est en train de voir comment on les adapte au contexte parce que ça sera en juin prochain. Il y a des sessions de formation, des temps de sensibilisation. On devait être présent au salon d'immobilier, mais donc tout ça, c'est en train un petit peu de bouger. Vous serez informés. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez besoin d'informations à ce sujet-là. Si on parle un petit peu du panorama français, en termes réglementaires, évidemment, tout ça est très favorable au réemploi. On a les lois européennes avec la loi, la réglementation européenne autour de la loi. Oh là là, j'ai un petit bug, excusez-moi. 98 avec la valorisation de 70% des déchets du BTP. Donc là, on arrive quasiment à terme. J'ai bientôt terminé. Et puis, à l'échelle nationale, c'est la loi anti-gaspillage. On a parlé du diagnostic produits matériaux déchets qui vient de sortir. Tout ça est un vent très favorable. Je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail. Au soutien du réemploi, on a les labels qui vont aussi dans ce sens-là et tout ce qui va être analyse du cycle de vie. On a également la RE 2020 qui va être très intéressant et dont le réemploi va vraiment faire partie intégrante de ces réglementations. Et puis ensuite, je suis ravie qu'Olivier en ait parlé. Il me semble que c'est Olivier, ou non, c'est la personne de Démoclès. Les dispositifs d'État, les appels à projets auxquels on répond,
Voilà, les maîtrises d'ouvrage exemplaires, etc. En fait, si vous voulez initier des projets de réemploi, d'innovation dans votre démarche, sachez qu'il y a vraiment beaucoup de dispositifs d'État qui existent, parce que ça fait partie de la deuxième priorité de l'État. Donc, que ce soit des appels à projets, des appels à manifestation d'intérêt, vous arriverez à trouver des soutiens financiers pour vous accompagner dans vos démarches. Voilà. Merci beaucoup, c'était très clair. Et donc, comme vous l'avez compris, la maîtrise d'ouvrage doit fortement s'impliquer. Ça part de là. Il faut vraiment le souligner. C'est vrai que si les maîtres d'ouvrage ne sont pas pour intégrer dans leur cahier des chargements des exigences, tant d'un point de vue du réemploi que du recyclage, et que ça passe donc par un diagnostic déchets en amont, il faut insister sur ça, bien le comprendre, tout par de là, le sujet n'avancera pas. Donc, pour qu'il avance, il faut que ce soit que les maîtres d'ouvrage sont dans. Donc maintenant nous avons donc, comme vous l'avez vu, abordé très largement le sujet du réemploi, nous allons poursuivre avec l'autre pan, l'autre pan parmi tous les sujets. Bien sûr que c'est vrai qu'on aurait pu parler plus largement d'éco-conception, de transport, de process industriel, mais on a voulu vraiment aller sur le concret de ce qui se passe dans le cadre des produits en fin de vie. Et donc là maintenant, François Picard va nous dresser un panorama, un regard complet de l'état des lieux, de la mise en place de différentes filières de collecte en vue de valoriser au mieux les déchets en fin de vie, les déchets qui sont donc des ressources, ne l'oublions pas. Et il va également nous présenter des process innovants qu'il a mis en place, notamment pour la question du traitement des menuiseries en fin de vie. François, c'est à toi. Merci Mickaël. Bonjour à tous. Je vais effectivement tenter de porter un regard très concret sur les déchets. L'idée simplement, c'est de dire il y a beaucoup de choses qui sont faites et il y a encore énormément de choses à faire. Qu'est-ce qu'un regard concret? Concrètement, aujourd'hui, il s'agit principalement, en tout cas, de débuter le propos, non pas, je vais vous raconter des histoires sur les déchets, je vais débuter mon propos non pas par « il était une fois », mais par « ils s'aimèrent et eurent beaucoup d'enfants ». C'est-à-dire que d'une façon générale, un certain nombre de méthodes, de pratiques faites par les uns et les autres, fait de dire je collecte un maximum de déchets avec mes camions et puis je mets tout ça en faisant un gros tas et puis derrière, je vois ce que je peux en faire. L'idée simplement, c'est de prendre l'histoire, le déchet par la fin de l'histoire, c'est de dire aujourd'hui, déjà, je suis convaincu, je ne collecte pas un déchet, mais je collecte une matière. Donc, cette matière, je vais commencer à aller voir où est-ce qu'elle est, comment je vais pouvoir la collecter et qu'est-ce que je vais pouvoir en faire au mieux. Le raisonnement est tout à fait différent. C'est ce que nous faisons chez Valorsol aujourd'hui. C'est ce qui s'appelle tout simplement le déchet, d'aller récupérer le déchet à la source. À la source, c'est quoi? Auparavant, on parlait de démolition. Aujourd'hui, on va parler de déconstruction. Ce qui veut dire qu'un professionnel va effectivement, suite aux propos de mes précédents interlocuteurs de la table ronde, on a dit qu'on allait effectivement identifier au mieux ce qu'il y a dans un bâtiment, l'identifier et trouver les filières. Dans ces filières, effectivement, on va commencer par éviter les déchets en mélange. On va commencer par éviter la qui va dans un trou pour pouvoir qui va être enfoui. On va dire tout simplement, on va phaser le chantier différemment. On va travailler sur les déchets qui, en fait, sont réellement des recherches de matière. Et là, on va commencer par aller travailler des choses qui sont clairement identifiables. C'est tellement plus simple. Identifiable, c'est quoi? On sait aujourd'hui identifier facilement du plâtre, de la laine de verre, du polystyrène ou une menuiserie en fin de vie. Tout le monde sait ce qu'est une porte ou une fenêtre. Tout le monde sait ce que c'est qu'un bout de bois. Il s'agit simplement, plutôt que de dire « je fais vite mon chantier, je mets tout ensemble dans un contenant qui s'appelle une benne la plupart du temps », je vais réfléchir un tout petit peu et je vais dire que plutôt que de mettre ça dans ma benne et d'aller mettre ça sur des centres de tri qui vont sortir des matières de mauvaise qualité, on va remettre plutôt ces déchets avec des contenants différents et de les mettre dans le phasage du chantier. À tout moment, on va commencer peut-être à détruire des murs, donc on va mettre une benne pour les inertes, puis derrière, on va s'occuper peut-être des plâtres, des menuiseries, etc. Donc, c'est tout à fait possible aujourd'hui de mettre des déchets dans des contenants qui soient spécifiques. Et à ce moment-là, on les collecte et ça nous permet de le faire. À ce jour, notre entreprise, on fait un peu plus de 100 000 tonnes de déchets. Donc, aujourd'hui, on peut le faire également sur du quantitatif. Simplement, il s'agit de, mettre des contenants, comme je le disais, dédiés. 2, de prendre du temps pour la dépose et le tri en amont des déchets, ce qui économiquement génère un coût. Par contre, l'économie va se retrouver largement sur le traitement sur 2 points. D'une part, sur la quantité des matières qui vont être rénovées, mais également sur la qualité des matières.
Ça veut dire qu'on va réellement aller vers énormément de recyclage. Michael, en introduisant, parlait de process innovants. L'innovation, elle est, comme beaucoup de choses, elle est au coin de la rue. Aujourd'hui, il s'agit simplement, quand on collecte du déchet de polystyrène, par exemple, une isolation, ou de la laine de verre. Parlons de la laine de verre. La laine de verre a une densité relativement simple. Il n'est pas forcément judicieux de mettre une benne de 30 mètres cubes qui va peser 6 tonnes, qui va se déplacer avec un camion, un poids lourd, pour aller collecter de la laine de verre ou du polystyrène. On peut très bien le faire en adaptant des contenants différents, des big bags ou des choses beaucoup plus petites qui permettent de protéger la matière et de l'emmener jusqu'au jusqu'au recyclage de cette façon-là. Ça, ce sont des déchets qui sont relativement simples. L'autre projet un petit peu innovant, c'est simplement de réfléchir sur la logistique. L'innovation, comme je le disais, est au coin de la rue. Beaucoup de choses est simplement à être réemployées, et notamment les menuiseries fin de vie. Les menuiseries fin de vie aujourd'hui, c'est un vaste sujet. Pourquoi ? C'est un matériau, une menuiserie multimatière qui peut être bois plus PVC, bois plus verre, pardon, PVC plus verre, alu plus verre, etc. Le souci aujourd'hui, nous souhaitons dans la profession, en France, dépasser les 70% de revalorisation des déchets issus du BTP. Pour cela, pour dépasser ces 70%, il faut aller démanteler une menuiserie. Ça veut dire séparer le verre des autres, de son entourage pour atteindre des taux qui sont de l'ordre de 85%. C'est plus que largement satisfaisant. Aujourd'hui, pour cela, effectivement, comment être innovant ? C'est-à-dire qu'il faut trouver une solution pour aller du chantier vers le centre de démantèlement. Et ça, c'est pas forcément très simple. Il y a des histoires. On peut le faire avec des bennes, on peut le faire avec des supports différents, avec des palettes adosserées, enfin, de l'innovation logistique. Sortir de l'idée que tout va dans une benne et que toute cette benne est vidée. Non, cette benne, elle va être déposée, puis traitée pièce à pièce. L'innovation également, c'est de dire on va réellement séparer les matières. On va travailler sur notamment le verre. Nous, aujourd'hui, on travaille sur la meilleure qualité possible de la matière première secondaire. C'est-à-dire le verre, aujourd'hui, on démantèle l'ensemble des menuiseries. Donc, le PVC va retourner vers la filière PVC afin de retravailler largement, refaire des profilés. Le verre va être réintroduit en verre plat, ce qu'on appelle dans les fours flottes. Donc, un verre plat issu de la déconstruction chez Valorsol va repartir vers un verre plat qui va revenir pour concevoir les menuiseries. Et aujourd'hui, nous savons le faire. Pourquoi ? Avec de l'envie. Casser une fenêtre, ce n'est pas évident. Avoir des compagnons sur nos plateformes qui cassent les menuiseries pour récupérer le verre, mais c'est la seule solution aujourd'hui de le faire. Donc, on fait de l'innovation au début en partant d'une phase artisanale, on casse à la main. Dans un deuxième temps, on va faire un démantèlement un peu plus mécanisé. Et là, aujourd'hui, on en est effectivement à traiter aujourd'hui une menuiserie toutes les 30 secondes approximativement, d'avoir une valorisation qui est top, pour parler clairement, et absolument top, ça veut dire c'est en verre flotte aujourd'hui. Et voilà. Concernant les autres matières, le PVC, je veux dire, retrouve sa filière d'origine. Et le bois, on a aujourd'hui un peu plus de 80% des menuiseries en fin de vie qui sont remplacées, qui proviennent soit de réseaux diffus, soit effectivement de chantiers plus importants, qui sont en bois, puisque c'est dans les années 80 que le PVC est réellement arrivé. Et donc, le bois, aujourd'hui, on a un peu l'avantage, puisqu'on a développé depuis plusieurs années une revalorisation effectivement énergétique, puisqu'on traite du bois B, le bois peint, faiblement adjuvanté, etc. Ce qui veut dire, donc, ce qui nous permet de dire, ce bois n'est pas enfoui, surtout pas. Ce bois repart pour faire. Aujourd'hui, nous travaillons notamment avec les cimentiers. On a construit un réseau avec les cimentiers. On fait un peu plus de 25 000 tonnes de bois. Et avec ces menuiseries en fin de vie, on va tout simplement refaire du clinker qui va permettre de refaire du ciment. En termes d'économie circulaire, on ne fait pas beaucoup mieux. Donc, pour se résumer, voilà. Donc, l'innovation, elle est où ? Elle est dans le courage, elle est dans l'envie, elle est dans la création d'un réseau, de dire comment est-ce qu'on va pouvoir, d'une façon logistique, faire des choses. Elle est aussi dans le développement aujourd'hui de reprendre une technologie peut-être qui existe ailleurs pour les gens qui vont découper le verre, de reprendre quelque chose sur une autre technologie et de dire c'est une innovation faite, on ne fait qu'observer ce qui se passe à l'extérieur et on tente de faire au mieux pour pouvoir réintroduire ça. Grâce à ce genre de méthode, une entreprise comme la nôtre est une partenaire des industriels. Aujourd'hui, nous avons besoin des industriels et les industriels sont demandeurs. Je vous parlais tout à l'heure effectivement de la fin de l'histoire. Eh bien, la fin de l'histoire, c'est effectivement l'industriel qui est en capacité de réintroduire des matières premières secondaires
dans son process industriel. C'est le cas d'un certain nombre d'industriels en France. D'un certain nombre, aujourd'hui, on travaille avec des gens tels que Placoplâtre ou Isover. La laine de verre issue de la déconstruction repart pour refaire de la laine de verre. C'est la même chose voilà, pour le plâtre, il y a plusieurs acteurs. La menuiserie, le verre, je vous ai dit, repart pour faire du verre plat. Le bois va refaire de l'énergie. Aujourd'hui, on est tout ça dans réellement quelque chose de vertueux. Je rajouterais, comme ça a été dit, donc au-delà effectivement de l'implication de l'industriel et d'un certain nombre d'industriels, c'est que simplement ça limite d'autant l'enfouissement. Hein. L'enfouissement va coûter de plus en plus cher, continuera à coûter de plus en plus cher, et c'est une chance. C'est une chance que de se dire, ça nous laisse la capacité de pouvoir travailler, de mettre des compagnons en œuvre et de créer des emplois autour du déchet. Aujourd'hui, c'est réellement quelque chose, c'est une réalité. Alors seul en est l'exemple. On continue à se développer avec des choses vertueuses. Nous sommes fiers depuis, aujourd'hui, on a des progressions très importantes. Nous avons aujourd'hui moins de 5% des déchets qui vont en enfouissement. C'est très faible, donc on a 95% de revalorisation matière ou énergétique. C'est une volonté forte et c'est possible pour tous. Nous ne sommes pas tout seuls, il y a beaucoup d'exemples. Et grâce aux industriels qui sont avec nous, à nos côtés, qui aident les maîtres d'ouvrage et les donneurs d'ordre à prendre des bonnes décisions et surtout à les informer que les choses. Tout ça, on parle d'économie circulaire. Moi, je vous parlais aussi d'information circulaire. Il faut que tous soyons au courant que les choses sont tout à fait possibles avec surtout beaucoup de volonté, de travail et d'innovation. Voilà. Merci pour votre accueil. Merci beaucoup François, c'était très clair et justement, du coup, tu me tends une perche sur plusieurs sujets. La première chose que tu as dite et qu'il faut vraiment relever, c'est que on doit tous contribuer main dans la main au développement de ces filières à la fois donc de réemploi et de recyclage te concernant. Ça part du maître d'ouvrage. Si les maîtres d'ouvrage n'impulsent pas au travers de leur cahier des charges justement une volonté forte de faire qu'en fin de vie, dans le cadre d'une déconstruction, on puisse avec des bennes spécifiques, voilà, récupérer les matériaux, ça ne fonctionnera pas. Et sans tous les acteurs de la chaîne de valeur, ça ne fonctionnera pas. Et donc nous, pour le second sujet que tu as abordé, la qualité des matériaux, ça aussi c'est un point clé à bien comprendre. Exemple concret, pour l'usine de Salles-sur-Sanne qui fabrique 200 000 tonnes de verre par an, il suffit que sur une journée de production, parmi tout le verre que François nous ramenait par exemple, ou un autre collecteur, on ait un petit morceau d'aluminium de 5 cm, et c'est la journée complète de production qui est perdue. Et donc là, c'est un non-sens complet. Et c'est en ça où, parce que donc le morceau va être fondu et va se diffuser dans le verre, et vous imaginez bien que le verre doit être transparent. Là, il ne le sera plus. Voilà. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais en fait, on doit cesser. Le DIB est un mot qui devrait justement, si possible, disparaître. Voilà, c'est facile à dire, mais compliqué à faire. Mais en tout cas, c'est grâce à des acteurs comme François qu'on va y arriver, qui eux se sont dit, non, moi, je n'ai que des espaces qui sont dédiés à chaque typologie de matériaux. Et un autre exemple aussi, et d'ailleurs il y a des partenariats qui se mettent en place dans ce cadre-là, c'est avec la distribution, les acteurs de la distribution qui peuvent s'emparer aussi du sujet pour participer. Je vais prendre l'exemple justement de ce qui est fait au travers de Point P, avec des déchetteries difflux qui sont mises en place et qui permettent aux artisans le matin, au lieu le soir suite à un chantier, d'aller justement mettre en DIB tous les matériaux. Les artisans sont invités justement à séparer les matériaux, à les préparer. Et en fait, dans leur camionnette, le matin, avant de charger les nouveaux matériaux, ils vont pouvoir justement, au travers d'une déchetterie difflux, déposer matériau par matériau dans leurs espaces les déchets qui sont finalement des ressources, les déchets du jour précédent. Donc voilà un autre exemple. Et en tout cas, voilà. Donc le mot de la fin, c'est nous étions jusqu'à maintenant dans un modèle linéaire, extraire, fabriquer, consommer, jeter, ça c'est terminé. Et donc maintenant, cette économie circulaire prend tout son sens, où il faut essayer de massifier le réemploi, le recyclage et donc enfouir un minimum. Eh bien, merci beaucoup à tous les intervenants du jour. On a essayé de vous apporter un maximum d'informations en ce temps imparti et nous serons à votre disposition. Vous savez où nous joindre. Et franchement, continuons tous ensemble. On voit qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont participé à cette table ronde. C'est l'exemple concret que tout le monde a envie d'y participer, de contribuer à ce fort enjeu.